Bien, bonjour mes amis. Un nouveau webinaire qui est consacré cette fois-ci à un sujet qui est beaucoup plus technique que celui que nous avons regardé la dernière fois, puisqu'on va commencer à s'intéresser à un certain nombre d'aspects des réseaux neuronaux, de l'intelligence artificielle. On va faire toute une série après de webinaires, de forums, de parcours qu'on va consacrer donc à ces sujets, parce que c'est très important. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a trois grands domaines qui sont aujourd'hui vraiment en vitrine. C'est d'une part l'intelligence artificielle, mais en prenant quand même beaucoup de précautions. C'est le problème également des objets communicants, puisque il y a de plus en plus donc de capteurs qui sont installés tout autour de nous et qui interagissent avec le système d'information. Et puis c'est toutes les problématiques de la blockchain qui sont de plus en plus répandues également. Mais c'est pas peut-être pour tout de suite, mais ça va progressivement venir. Donc je commence aujourd'hui par une première, on va dire une première analyse d'un petit peu les définitions de ce qu'il faut savoir sur ce qui me semble être les fondements d'une partie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les réseaux neuronaux. Alors, on ne va pas tout expliquer. Je vais essayer simplement de montrer cette fois-ci un petit peu l'étendue du problème que nous avons, l'importance qu'on les concepte, voire même la difficulté que nous pouvons avoir à expliquer ces choses à cause justement des formalismes qui sont des formalismes mathématiques. Bien. Alors on va partir sur quelques bonnes idées, si vous le voulez bien, et j'essaierai je me focaliserai sur l'un des aspects de l'intelligence artificielle, donc le deep learning, donc si vous préférez l'apprentissage profond, et on prendra un exemple de ce type de technique qui est plutôt destiné à la reconnaissance de forme. On prendra donc un exemple de réseau neuronaux convolutif. Bien. Donc, on va commencer donc à s'intéresser à tout ça et vous allez voir qu'il y a quand même énormément de choses qui sont intéressantes. Alors, le sommaire, il est très simple cette fois-ci. D'abord, je voudrais rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, un petit peu ce que nous, on entend par intelligence artificielle. Je vous ai dit sans doute plusieurs fois, et peut-être que je me répète, mais il me semble que le mot intelligence est de trop. Il n'y a pour l'instant aucune intelligence là-dedans. Donc on va quand même rappeler de quoi il s'agit. On parlera des réseaux neuronaux et donc ce que moi j'appelle la science du tâtonnement. Les réseaux neuronaux, pareil aussi d'ailleurs pour le machine learning, c'est l'apprentissage. Je tâtonne pour arriver à faire des choses correctes. Un réseau neuronal de reconnaissance de forme, au début, on ne reconnaît rien du tout. Mais après ça, progressivement, avec l'apprentissage, eh bien, il arrive à reconnaître les choses à la limite tout seul. Donc, c'est la science du tâtonnement. Et on va s'intéresser donc de très près au deep learning, c'est-à-dire au machine learning. Ce ne sera pas pour cette fois-ci. Machine learning, on va se contenter simplement de l'évoquer, sachant que le deep learning, ce n'est qu'un sous-ensemble du machine learning. Les deux, d'ailleurs, étant des sous-ensembles de l'intelligence artificielle qui, par ailleurs, comporte beaucoup d'autres domaines. Et puis donc, je prendrai l'exemple de ces fameux réseaux convolutifs. Alors, j'insiste lourdement là-dessus, mais il y a une chose qui m'agace prodigieusement, c'est d'entendre dire des âneries sur l'intelligence artificielle. Il m'est arrivé dans une autre vie d'avoir à simuler un jeu. Alors c'était un jeu tout simple, ce qu'on appelle en France le jeu de Morpion, pardonnez-moi, et on avait également simulé un jeu qui était la fin d'une partie de bridge. Et on n'était pas parti du début, avec les annonces et tout, c'était pas ça. On était parti, il ne restait plus que 7 plis à effectuer. Et donc les annonces avaient été faites et il s'agissait d'aller au bout de la partie. Je peux vous assurer qu'aussi bien pour le premier de ces jeux que le bridge, il y avait vraiment de quoi devenir fou. Et je me souviens d'un terme, d'une phrase d'un des vieux professeurs qui disait « surtout, ne comptez pas, ne faites pas de combinatorique. N'essayez pas d'imaginer toutes les solutions possibles qu'ils pourraient imaginer. À la place, essayez de coller
un modèle. Un modèle qui, bien sûr, aura une connotation extrêmement mathématique. Et vous voyez, en fait, quand on voit la défaite du champion du monde, donc du jeu de Go, qui est quand même assez étonnante, parce que c'est un jeu pour lequel il y a plus de combinaisons possibles qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et l'univers, ça ne se réduit pas à la Voie lactée, qui est notre galaxie. C'est donc absolument hallucinant. Il est bien évident qu'on ne va pas compter tout ça. On ne va pas regarder toutes les dispositions possibles. Et je peux vous assurer que tout ça, c'est un mélange à la fois de modélisation, de probabilité, de calcul statistique, de choses comme ça. Et malheureusement, on est obligé de faire appel à des formalismes mathématiques, à une symbolique et mathématique. Ce qui est un peu gênant et qui peut constituer comme un obstacle pour des développeurs qui n'ont pas obligatoirement donc le background mathématique derrière. Donc, je vous dis, moi, je pense que l'intelligence artificielle, si elle n'est pas intelligente, par contre, c'est une science. C'est une science. Autant je crois que l'informatique, sauf la partie conceptuelle de l'informatique, n'est pas une science, c'est une technique. Et la programmation est une technique relativement simple. Je vois très bien que vous êtes en train de hurler là. Mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est pas une science. Ce qu'il faut, c'est apprendre les choses, intelligemment bien entendu, et les reproduire à bon escient. Alors, l'intelligence artificielle, donc, vous dites, le mot intelligence est de trop, on va dire que c'est plutôt de la simulation artificielle. C'est-à-dire qu'on essaye d'apprendre des algorithmes, que ce soit du deep learning ou du machine learning, on essaie de leur apprendre que cette image, ça représente Madonna et c'est pas une girafe. Vous voyez? Mais de lui-même, il est pas capable de définir, de faire la distinction donc entre les deux. C'est pour ça que je préférais parler de simulation plutôt que d'intelligence. L'intelligence, c'est, je vous l'ai dit plusieurs fois, hein, c'est à la fois le libre arbitre et la conscience. Le libre arbitre, c'est la capacité de faire quelque chose comme ça, parce que j'en ai envie. Et puis la conscience, c'est d'avoir conscience du fait que je fais quelque chose. Un algorithme n'a pas conscience de ça. Et tous ceux qui aujourd'hui se lancent dans des choses absolument délirantes, même avec une déification des données, dont vous vous rendez compte, ils sont complètement malades. Toutes ces évolutions complètement folles, on essaie de s'extrapoler sur le futur en disant que les robots vont nous remplacer alors que les robots sont pas intelligents. Et dire tout ça, ça me paraît de la folie furieuse. Donc il faut revenir et raison garder. Alors, je reprends la définition que donnait Marvin Minsky, qui est donc l'un des créateurs de l'intelligence artificielle. C'est donc la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de manière très satisfaisante par des êtres humains. Hein, mais, alors ça demande des process mentaux de haut niveau chez nous les êtres humains, l'apprentissage conceptuel, l'organisation de la mémoire et puis éventuellement donc un raisonnement critique. On fera une distinction, on ne ferait pas ici, mais simplement on fait une distinction entre deux natures d'intelligence artificielle. Il y a celle que l'on dit faible, qui consiste à simuler des choses que l'on sait faire, et puis il y a l'intelligence artificielle forte, où là, l'intelligence est supposée nous remplacer. Alors, on a eu quelques discussions flamboyantes entre les membres de l'équipe Le Marçon sur le fait que moi, je crois que c'est pas avant 1000 ans ou 500 ans qu'on arrivera à avoir des algorithmes qui vont être autonomes et intelligents au sens de la perception et de libre arbitre et de la conscience. Bien. Mais on n'est bien entendu pas tous d'accord avec tout ça. Alors, l'intelligence artificielle faible, vous voyez, elle se concentre sur quelque chose qu'on sait faire, hein, alors que l'intelligence artificielle forte, elle est capable de faire plus, qu'on va dire, que de nous simuler. Alors, ceci étant dit, donc on ne va pas s'attendre, je vous montre ici quelque chose. J'attire vraiment votre attention sur ce schéma qui est ici, parce que quand vous regardez, pour tous ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, au deep learning, etc., c'est un capharnaüm épouvantable. On se cache derrière des phraséologies mathématiques auxquelles la grande majorité des gens ne comprennent pas. Alors moi, ce que j'ai voulu vous donner, c'est ça. C'est en fait, vous avez une schématique ici, là-dessus, et en fait, vous avez tout. Vous avez d'abord l'intelligence artificielle qui est là. Donc, vous voyez, c'est on va dire, c'est le sommet de notre arborescence. Ensuite, il y a deux grandes technologies. Il y a le machine learning,
donc c'est-à-dire des algorithmes qui fonctionnent par apprentissage, dont l'une des formes s'appelle le deep learning. Mais le deep learning n'est pas à opposer au machine learning, ce n'est qu'un enfant du machine learning. Simplement, avec des caractéristiques que je vous montrerai un peu plus loin, qui sont assez différentes, en particulier sur le nombre de couches intermédiaires cachées que vous trouvez dans le réseau neuronal. Il y en a beaucoup plus avec un deep learning qu'avec machine learning. D'ailleurs, à la limite, un algorithme de machine learning n'est pas obligé de travailler et de fonctionner sur un réseau neuronal. Et vous voyez, j'ai décomposé ici les trois grands domaines que constitue le machine learning. D'abord, on parlera d'apprentissage supervisé. Et vous avez les deux grands domaines de l'apprentissage supervisé que sont la classification et la régression. En deux mots, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais la régression, c'est quoi? C'est le fait de calculer par, on va dire, extrapolation intelligente, une valeur numérique. Et par exemple, une maison de tant de mètres carrés avec telle couleur à tel endroit et avec un certain nombre de caractéristiques, ça vaut 100 000 $. Une autre maison avec d'autres caractéristiques, ça vaut 200 000 $, que vaut une maison avec d'autres caractéristiques. C'est-à-dire qu'on essaie de déterminer une valeur, on appelle ça donc le calcul de régression. Et vous avez ici tous les, on va dire, les algorithmes mathématiques qui vous permettent de travailler là-dedans. Alors les moindres carrés, l'algorithme naïf de Bayes, les arbres de décision, etc., le calcul donc de vecteurs et la quantification par des vecteurs, vous les avez tous ici. Et puis la classification, ben on dit, machine learning, on dit voilà, je lui propose une fleur, et il va déterminer que ça appartient à une catégorie donc de graminées, de telles caractéristiques. Et vous avez d'autres algorithmes pour traiter ça, arbre de décision, la régression logistique, etc. Et donc ça, vous l'avez d'une manière précise. Maintenant, l'apprentissage supervisé, c'est quand on donne à ce qu'on appelle un dataset, c'est-à-dire un ensemble de données que l'on connaît à l'avance. On lui dit, ça c'est Madonna, ça c'est une girafe, ça c'est ceci, ça c'est cela. On leur donne des objets. Et pour Madonna, on lui donne 100 000 images donc de Madonna. On dit qu'on fait un apprentissage supervisé parce que l'apprentissage se fait sur la supervision d'un jeu de données dont on connaît les contenants. Par contre, il y a une autre forme donc d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Celui-ci est différent, c'est-à-dire qu'il va se débrouiller tout seul. Alors, il va chercher des choses. Il y a deux grands domaines d'apprentissage non super, trois grands domaines, pardon. C'est d'une part la réduction dimensionnelle. En fait, la réduction dimensionnelle, c'est pas très compliqué. C'est quand on essaye d'enlever les variables qui décrivent finalement un objet, mais on enlève les variables qui ne servent pas à grand chose. On dit, elles sont un peu inutiles. Alors, soit on les regroupe, soit on les supprime. Et donc, ça allège, on va dire, le modèle. Et puis, on a l'apprentissage non supervisé en mode dit cluster et en mode association. Alors le cluster, c'est pareil, c'est donc le fait que vous découvrez un ensemble d'objets et le système essaie de déterminer quels sont les objets qui ont des relations proches entre eux. Et c'est-à-dire qu'en mathématiques, on appelle ça un calcul donc de distance. On prend, mettons, 1 million d'objets, et bien on détermine une famille d'objets qui ont des relations proches. On dit que la distance qu'il y a entre eux est faible. Par contre, entre deux familles différentes, la distance au sens mathématique sera plus importante. Ouais, et vous avez ici tous les algorithmes qui permettent de travailler avec ça. Et puis, vous avez une troisième forme d'apprentissage, on va dire, de machine learning, une troisième forme, qui est l'apprentissage par renforcement. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus récent, on n'en parlera pas aujourd'hui. Simplement, il s'agit de quoi? Il s'agit de considérer des systèmes dans lesquels il y a des acteurs. Et des acteurs qui peuvent avoir des actions. Et le système d'analyse, donc d'apprentissage par renforcement, on effectue des actions par ces acteurs et on regarde quelles sont leurs conséquences sur le système global. Or, il y a deux natures de conséquences. Il y a des natures négatives, et puis il y a des conséquences plutôt négatives et des conséquences qui sont positives. L'objectif que nous poursuivons, c'est donc de reconnaître des choses. Si on a une action dans un système dit par renforcement qui s'éloigne
de la cible qui est visée, on dira que c'est une action négative. Alors, ce sont des algorithmes, là encore, que je vous ai indiqués ici. Je vous assure que mathématiquement, c'est pas simple. Hein. Je vous ai mis la liste à peu près, je crois qu'elle est à peu près exhaustive. Si vraiment vous êtes intéressé par ça, nous sommes en train d'enregistrer donc un parcours complet sur l'intelligence artificielle, et tout ça s'est expliqué donc très en détail. Il y a près donc de 20 heures de formation donc vidéo. Voilà. Donc vous avez les trois grandes formes de machine learning. Et puis il y a celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le deep learning, en français, apprentissage profond. Bon, c'est la même chose que le machine learning, simplement les algorithmes sont différents et surtout, là cette fois-ci, on travaille que avec des réseaux neuronaux et donc je vais avoir l'occasion maintenant d'entrer dans le détail de ces fameux réseaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi la science du tâtonnement. L'objectif d'un réseau neuronal, c'est quoi? Eh bien, c'est de simuler le neurone d'un cerveau. Bien. Dans un cerveau, vous avez quoi? Vous percevez des données en entrée, vous faites des choses, vous savez qu'on a à peu près 100 milliards de neurones, c'est absolument phénoménal. Hein. Et puis, donc, on calcule, on ressent des choses en sortie. Bien. C'est donc, dans notre cerveau, il y a un traitement qui se fait, qui plus est d'ailleurs, et on le voit sur ce schéma, qui est localisé maintenant, parce qu'on sait à peu près où se passent les traitements et où se passe le ressenti des choses donc dans le cerveau. On a une cartographie qui est extrêmement donc, précise actuellement. Donc l'idée c'est ça. Vous voyez, un neurone c'est quoi? Je me brûle. Je pose ma main sur quelque chose qui est chaud. Si ce chaud n'est pas assez chaud pour dire tu te brûles, il se passera rien si ce n'est que je ressens simplement quelque chose de chaud. Mais je ne ressens pas la notion de brûlure. Pour qu'il y ait conception, pour qu'il y ait réception de la brûlure, il faut que le stimuli qui arrive dans mon cerveau dépasse une certaine valeur. La valeur ici, ça serait en gros la température. Hein. Donc à partir d'une certaine température, aïe, je me brûle. Eh bien ça, c'est un stimuli. Et les neurones, en fait, c'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des stimuli en entrée, ils font des associations, ils regroupent, ils pondèrent l'intérêt de ces neurones, de ces stimuli, et ils en déduisent, oui ou non, je me brûle. Eh bien, c'est exactement ça que nous allons simuler avec un réseau neuronal, puisqu'on va parler tout à l'heure de fonction d'activation, et finalement, une fonction d'activation, qui est une fonction mathématique, ce n'est rien d'autre que finalement le traitement que je ressens dans mon cerveau. Alors, un réseau neuronal, il ne faut pas non plus dire c'est l'équivalent d'un réseau humain ou même animal. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. On est à des années-lumière de ça. Le premier d'ailleurs réseau neuronal qu'on avait appelé le perceptron, donc ça date maintenant de pas mal d'années, ce n'était qu'une seule couche. C'est-à-dire des stimulés en entrée, une couche de traitement et puis une sortie. Bon, après ça, il y a eu le perceptron à multicouche et ça s'est complexifié peut-être. Mais on est quand même très loin disons, la comparaison avec le cerveau humain. Voilà. Donc disons que c'est une simulation je préfère le mot simulation que intelligence, vous avez vu, hein, donc du fonctionnement du cerveau avec tout ce qui caractérise donc le cerveau, les neurones, c'est-à-dire, on le voit ici, avec les dendrites qui sont les extrémités donc des moyens de communication, on va dire qu'on trouve dans les neurones, les axones qui sont les moyens, enfin c'est un peu comme les réseaux, hein, c'est-à-dire ça permet de propager une information, c'est une mécanique absolument prodigieuse. D'ailleurs, ça nous fait réfléchir. Hein, on se dit vraiment, c'est pas demain la veille qu'on va faire la même chose. Hein, ça me paraît extrêmement difficile. C'est une mécanique absolument invraisemblable, extraordinaire, fabuleuse. J'ai pas d'épithète suffisante pour arriver à exprimer donc toute mon admiration devant ça. Alors, l'idée des réseaux neuronaux, sont des plateformes matérielles. Hein. Les neurones, ce sont donc des ordinateurs, des processeurs, tout ce que vous voudrez, hein, sur lesquels vont être implémentés donc des algorithmes qui vont simuler le comportement d'un cerveau humain, et à travers ces neurones et les synapses. Ça va être un système de couches de processeurs. Les processeurs, ce sont des neurones, hein, qui sont reliés par des connexions réseau au sens que nous connaissons nous dans l'informatique, hein, et qui remplacent donc les fameuses synapses et qui se terminent par les dendrites, qui sont ces cellules
extraordinaires qui permettent de ressentir donc les choses. Un neurone biologique donc reçoit des signaux transmis par d'autres neurones, interaction entre les dendrites et les synapses. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était les stimulés. Et donc, au fond, le neurone va analyser ces signaux et en fonction de ce qu'il va obtenir, eh bien, il va actionner quelque chose. Je me suis brûlé ou pas. Alors, un neurone, la différence aussi entre un neurone biologique et puis un neurone artificiel, eh bien, c'est que dans un réseau de neurones humains, chaque neurone est connecté à des milliers d'autres neurones. Ça, on a beaucoup de mal à le simuler d'une manière artificielle. Donc, ça voudrait dire que chaque neurone serait connecté à des dizaines de milliers d'autres neurones. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, du point de vue du réseau, ce qu'il va falloir monter. Ça ne sera donc pas évident du tout. Donc, on va se contenter la plupart du temps d'à peu près avec, on va le voir, des synapses qui vont être caractérisées par des poids. On va fonctionner par pondération. Le corps cellulaire, lui, eh bien, on va le caractériser par une fonction dite de transfert, c'est-à-dire donc une fonction donc d'activation, et puis l'axone, donc ça va être l'élément de sortie. Et vous voyez sur ce dessin, on voit bien donc en fait la complexité que vous avez à gauche d'un réseau d'un neurone humain, et puis à droite, vous avez donc ce qu'est un réseau avec un seul niveau ici. C'est quand même beaucoup plus simple. Et ceux qui disent qu'on est en train que ces réseaux artificiels vont nous dépasser, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait compris. Tout au moins, c'est mon point. Alors, quel est le principe de base d'un réseau neuronal artificiel? Vous l'avez ici sur ce schéma. Le principe est donc le suivant. C'est que vous avez en entrée un certain nombre de neurones. En sortie, vous voulez obtenir quelque chose et vous avez là encore un certain nombre de neurones. Entre les deux, vous avez un certain nombre de couches qui sont dites cachées. Et il peut y en avoir une, comme il peut y en avoir un millier. Un algorithme d'architecture neuronale, c'est un algorithme qui est exécuté dans ces couches de neurones. Et bien évidemment, si elles sont nombreuses, ces couches de neurones, évidemment que le temps de calcul risque d'être extrêmement important. C'est pourquoi, quand on fera du deep learning, on sera obligé de passer par des machines qui seront très puissantes. Et en particulier, on va fonctionner en mode parallèle en utilisant par exemple des processeurs GPU, des processeurs NVIDIA par exemple, qui sont hyper connus, pour justement accélérer les choses. Mais finalement, un calcul neuronal sur un réseau neuronal peut durer 15 jours. Vous voyez, c'est pas aberrant. La complexité de l'algorithmique est telle, et on va dire l'ambition que nous avons de ce que nous voulons faire, de simulation des neurones humains, est telle que sur un deep learning, c'est pas du tout idiot. Donc évidemment, s'il faut attendre 3 semaines, j'en connais qui vont se lasser. On est d'accord. Mais en fait, c'est ça l'objectif. Alors, entre deux couches de neurones, ce qu'il faut bien voir, c'est que chaque neurone va communiquer avec tous les neurones de la couche suivante. Ça, c'est important. Bien. Et donc, chaque neurone va envoyer un stimuli à chacun des neurones suivants, de la couche suivante. Bien. Ce qui veut dire que une couche avec, mettons, N neurones et une deuxième couche avec P neurones, ça veut dire que j'enverrai N stimuli. Vous voyez, genre, le premier neurone, j'envoie un stimuli au P neurone de la couche d'après, etc. C'est donc un envoi de stimuli. C'est exactement ce qu'on imagine de faire avec des neurones humains. Maintenant, certains de ces neurones ont plus ou moins d'importance. On le voit quand on fait de la reconnaissance de forme avec des images. Le blanc est moins important que quand on aura un morceau d'un caractère, par exemple, ou un morceau d'une image. Donc on va dire, je vais pondérer les stimuli. Il y aura certains stimulés qui seront plus ou moins importants. C'est-à-dire que vous voyez, chacun des neurones envoie donc un stimuli à chaque neurone qui est après, mais on pondère chacune des liaisons de manière à se rapprocher au plus près de ce que l'on veut démontrer et de ce que l'on veut reconnaître. Ça, c'est le principe. Et finalement,
cette pondération, hein, ce que j'ai représenté ici par le P, alors oui, je ne fais pas trop de mathématiques, hein, vous me pardonnerez s'il y en a un tout petit peu, hein, eh bien les P indice IJ, ça veut dire c'est la pondération du neurone de la couche I qui pond vers le neurone de la couche J, et on le pondère, et c'est ça qui va nous permettre après d'adapter le réseau au travail que nous voulons lui faire faire. Au début, il va dire Madonna, c'est une girafe, il va dire non, 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 non. Et on va donc jouer sur la pondération en disant ça, c'est plus important que ça. Et progressivement, il va dire ah tiens, c'est bizarre, on dirait un être humain. Et puis, peut-être au bout de 15 jours, il va finir par reconnaître Madonna. Et c'est en jouant justement là-dessus, on expliquera ça d'une manière un peu plus précise, avec un réseau neuronal donc, de type convolutif un peu plus loin. Donc, on va beaucoup jouer là-dessus. Donc, vous voyez, au bout du compte, il y a quelque chose qui est excessivement important. Avant d'y arriver, on va prendre un exemple ici. Regardez. Imaginez que j'ai 4 neurones qui communiquent avec un neurone d'une couche qui vient après, et l'objectif sera donc de reconnaître une Ferrari de couleur rouge. Bon, pourquoi pas. Le premier neurone, peut-être, lui, sera intéressé, caractérisera la couleur rouge. Le deuxième neurone caractérisera le prix, un prix attrayant. Une Ferrari, ça m'étonnerait. Pour un prix attrayant, prix raisonnable, taille réduite de la voiture. Bon. Au départ, on va partir dans l'inconnu. Mais si on veut reconnaître une voiture rouge, il va falloir pondérer, et tout est là, vous comprenez, il va falloir pondérer le lien entre le neurone qui correspond à la valeur rouge avec le neurone de sortie. On va lui mettre par exemple ici la pondération 5. Et il est probable qu'en améliorant et en modifiant cette pondération, je vais me rapprocher d'un véhicule qui ne sera peut-être pas une Ferrari, mais qui sera un véhicule de couleur rouge. Vous voyez, je joue, je lui dis non, non, tu te trompes là. Et donc, la manière de discuter avec le réseau neuronal, c'est ça, c'est que je modifie la pondération. Maintenant, je ne vais pas faire ça à la main, évidemment. D'abord parce que je ne saurais le faire. Et c'est là où je me fais aider, et c'est là où se trouve tout le secret de l'affaire. C'est-à-dire que pour améliorer ces pondérations et faire en sorte que le réseau, finalement, se comporte de la manière que j'ai prévue pour lui, hein, on est bien d'accord, eh bien, c'est un algorithme qui va faire le travail. Et ce sont ces algorithmes que je vous ai montrés il y a quelques instants, en présentant donc les différentes formes de deep learning ou de machine learning. Et donc, en fait, c'est ça. Ces algorithmes, qui ont des noms barbares, absolument épouvantables, n'empêche que c'est leur travail de faire ça. Alors, la difficulté que vous pouvez avoir, vous et moi, qui sommes des informaticiens, c'est qu'au fond, si on n'a pas la connaissance mathématique, on ne va pas très bien comprendre quelle est finalement la finalité de tel algorithme sur ce que je voudrais faire, ou faire un réseau neuronal. Donc je suis obligé de ne m'intéresser qu'à ce que peut faire l'algorithme, mais sans savoir comment il le fait. Alors ça me gêne toujours. Ça me gêne toujours parce que quand on ne comprend pas comment fonctionne le moteur, il y a quelque chose qui est un petit peu embêtant, qui est un petit peu inquiétant, on passe à côté, à mon sens, de pas mal de choses. Mais c'est comme ça. Donc vous voyez bien, cette pondération, c'est finalement l'arme qui me permet d'adapter mon réseau à ce que je lui demande de faire. Quant aux algorithmes, eh bien, en finalité, c'est eux qui vont faire ça, avec des algorithmes de type fast forward, c'est-à-dire uniquement en avançant, mais également avec des boucles de retour. C'est assez compliqué, d'ailleurs, je vous avoue une chose, c'est absolument fascinant. C'est fascinant, mais on est très loin, encore une fois, de la simulation, même du rapprochement par rapport donc à un cerveau humain. Bon, alors, je vous ai dit que, au bout du compte, le stimuli, c'est un peu comme un cerveau humain. Donc, on a pondéré, et puis finalement, tous ces neurones d'une couche N vont donc envoyer des stimulés à tous les neurones d'une couche N plus 1. Et donc, si je prends l'un de ces neurones de la couche N plus 1, il va recevoir N stimuli qui lui arrivent de la couche précédente. Ces stimuli qui ont été pondérés. Bien. Et il retrouve une certaine valeur. Maintenant, pour activer et pour faire en sorte que
de continuer la progression finalement, d'envoyer des stimuli dans les couches qui vont suivre, et je suis obligé de faire une simulation finalement de ce que fait le cerveau humain. C'est-à-dire que je vais passer par une fonction de transfert. Par exemple, je dirais, je vais utiliser comme fonction de transfert ici, pardonnez-moi, la fonction f de x égale x, c'est-à-dire que, ou une fonction marche qui est indiquée ici, là vous la voyez, si f de x, plutôt si la valeur de x est inférieure à 0, on ne ressortira rien du tout. Si par contre elle est supérieure à 0, on enverra la valeur 1. C'est un peu, on me dit, je brûle ou je brûle pas. Et vous avez tout un ensemble de fonctions que l'on appelle des fonctions d'activation ou des fonctions de transfert qui permettent de faire ça. Et donc de jouer avec la valeur que je reçois et que je vais retransmettre, mais que je vais retransmettre selon certaines conditions. Et cette fonction, donc, c'est une fonction mathématique qui est absolument essentielle, hein, et c'est elle qui finalement va essayer de simuler au mieux donc ce comportement. Le problème, vous voyez bien ici, c'est que les fonctions de transfert, elles sont un peu compliquées. Alors il y en a une qui est particulièrement importante qui s'appelle la sigmoïde. Alors déjà avec un mot comme ça, on se sauve. La sigmoïde, donc on le voit, c'est la fonction 1 sur 1 plus e puissance moins x. J'ai rien dit. Ouais, c'est une fonction donc, qui va servir énormément. La raison mathématique de ça, c'est que la dérivée d'une fonction sigmoïde est extrêmement facile à calculer. Là, je fais appel un tout petit peu à vos souvenirs de l'école. Vous savez, les dérivés, les primitives, tous ces machins-là. On ne pouvait pas imaginer que ça pourrait nous servir un jour. Ben là, ça nous sert. Vous avez des tangentes hyperboliques, vous avez les arctangentes, des fonctions... vous voyez, la fonction de la sigmoïde, je l'ai dit, vous en avez toute une série qui existe, alors il y en a à peu près une vingtaine. Quand on veut véritablement bien comprendre ce qu'est donc un réseau neuronal, de manière à l'utiliser intelligemment et ne pas se réfugier uniquement derrière les API, je pense qu'il faut regarder comment ça fonctionne. Mais finalement, vous avez bien compris, hein, c'est que finalement, ce n'est qu'une simulation de ce que nous faisons. Je me brûle ou je me brûle pas, je me brûle plus ou moins, je me brûle beaucoup. Vous voyez, c'est ça que fait une fonction de transfert. Elle envoie un stimuli selon certaines conditions, une espèce de filtre au fond, qui est cette fameuse fonction donc de transfert. Alors maintenant, il va falloir essayer de comprendre ça sans s'encombrer quand même de trop de verbiage donc mathématique. Alors finalement, ben, vous voyez, c'est ce qui est le résumé de ce que je viens de dire. Eh bien, il est ici. Vous voyez, vous avez des couches en entrée, que j'ai appelé ici le réseau, le neurone 1 de la couche 1, N1, 2, N1, K, etc. Vous avez toutes les couches cachées entre les deux, et puis vous avez la couche, on va dire, finale. Alors ce qui est intéressant ici, parce que j'en parle pas trop, ce qui est intéressant, c'est que chaque neurone qui reçoit donc un stimuli issu donc de la somme de tous les stimuli qui arrivent des réseaux précédents, des neurones précédents qui ont été pondérés, qui sont filtrés par une fonction de transfert, et ça, c'est le stimulé. Vous verrez que quand vous regarderez, parce que je suis persuadé que ça va vous passionner, vous verrez que si vous analysez d'un peu plus près, vous allez tomber sur ce qu'on appelle une fonction de bias, de bias, c'est-à-dire ici représentée par la valeur D. En fait, le bias, c'est une pondération particulière qui me permet d'adapter le résultat un peu à ma convenance. C'est pas une pondération, hein, puisqu'elle est fixe, la valeur donc du bien, mais ça permet simplement d'adapter. Donc vous voyez, l'expression ici est très mathématique, vous voyez, j'en dirais pas trop, le sigma de 1 à n du produit donc des stimuli par la pondération, ça me donne une certaine valeur qui va donc passer par une fonction d'activation à laquelle je vais rajouter donc un bias qui va me permettre de modifier, d'intervenir pour améliorer encore la reconnaissance. En fait, vous savez, hein, tout est là. Hein. C'est pas la peine de trop se casser la tête. Tout est ici. Alors, maintenant, les réseaux neuronaux, le deep learning, c'est quoi? Donc, le deep learning, ça veut dire apprentissage profond. C'est donc un ensemble de méthodes qui, bien entendu, bénéficient toujours donc des progrès des réseaux neuronaux. Le plus souvent, c'est pour faire quoi? C'est pour reconnaître des objets, des images, dans les images par exemple, ou des images toutes simples, hein, des phrases dans une communication téléphonique, on se sert de ça. Et donc c'est pour reconnaître quelque chose. Donc je l'ai dit tout à l'heure,
C'est une branche particulière donc de machine learning, mais avec cette fois-ci avec un grand nombre de couches cachées, et il peut y en avoir de 100 à 200 hein, contre quelques couches, voire une seule hein, sur du machine learning. Alors, le principe donc du deep learning, c'est que on fait le système, le réseau neuronal, va faire une extraction automatique des caractéristiques d'entrée. L'algorithme va donc analyser les données qui lui sont soumises. Il va donc essayer de déterminer ce que l'on va appeler un vecteur de features. Donc un vecteur de valeur en quelque part. Si je veux reconnaître une image, eh bien cette image devra être caractérisée par un vecteur. Un vecteur est constitué d'un certain nombre de composants, de constituants. Et donc il va essayer de déterminer ça d'une manière automatique. Alors, une image, c'est beaucoup plus logique, vous le voyez bien. C'est qu'on peut dire, voilà, j'ai un avion, eh bien, je peux dire qu'il y a un certain nombre de pixels dans l'image de l'avion qui sont importants, hein, et je vais peut-être compter le nombre de pixels, compter le nombre en hauteur, en largeur, et je vais déterminer comme ça ce qu'on va appeler un vecteur donc, de features. C'est exactement ce que je vais utiliser tout à l'heure quand je vais me montrer un exemple donc d'apprentissage de deep learning avec en mode convolutif. Bien. Donc il détermine, il ressort donc des caractéristiques d'entrée, et donc et il va essayer donc de progressivement, alors ça se fait pas en une seule fois, hein, progressivement, et c'est ce qui est montré dans le schéma d'à côté, on partira par exemple d'une entrée, une image qui est un chien ici, nous savons que c'est un chien, il va donc déterminer un certain nombre d'éléments dans l'image, vous voyez la forme, vous voyez un premier neurone qui va déterminer une petite courbe ici, un autre morceau de courbe, à un niveau plus élevé, il va essayer de les regrouper. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une technique aujourd'hui que l'on doit à Geoffrey Hinton, qui est un grand spécialiste donc des réseaux neuronaux de type deep learning, qu'on appelle la technique des capsules, qui est très sophistiquée justement pour faire ça. C'est-à-dire le fait qu'on ne reconnaît plus un élément indépendant dans une image, mais un élément qui appartient à une image plus complète. C'est ce qui est montré ici. On dira que, eh bien, un œil appartient à un visage. Bon. Et ça, c'est déjà plus intelligent que de dire je prends un petit bout de courbe qui caractérise mon image d'entrée. Donc progressivement, eh bien, j'arrive à améliorer donc ma connaissance et in fine, à l'arrivée donc sur la couche de neurones finale, eh bien, je devrais trouver quelque chose. Alors au début, je trouve pas. Hein. Mais c'est là où intervient donc l'algorithme qui va me permettre d'améliorer le comportement, j'allais dire le raisonnement, ce qui est un petit peu faux. Hein. Le mot raisonnement a une connotation trop humaine pour qu'on puisse dire qu'elle correspond à ce que fait un réseau neuronal artificiel. Bon, alors, maintenant, regardez, voilà, c'est ça. Cette technique d'analyse, vous voyez, je l'ai montré ici, donc ce sont des algorithmes deep learning qui apprennent à partir des données qui leur sont soumises et ils déterminent donc ce qu'on appelle des features. Donc, en fonction, bien entendu, du résultat souhaité. Parce qu'on va l'aider. On va l'aider. S'il s'obstine à dire que il croit que c'est Madonna, que c'est une girafe, on va quand même l'aider pour lui dire c'est pas tout à fait vrai. Bon, j'entends quelques commentaires là. Alors, c'est donc le deep learning est basé sur deux concepts qu'on appelle l'apprentissage et l'inférence. Alors, l'apprentissage, c'est la partie où on apprend à partir des données qu'on va leur soumettre, hein, donc des différentes images, et vont donc déterminer ces features en fonction du résultat souhaité. Ils vont donc s'adapter et vont devenir de plus en plus performants au fur et à mesure que le nombre d'informations d'apprentissage augmente. Pour Madonna, je vais donner, mettons, peut-être 100 000 images de Madonna. Et en analysant chacune de ces images, mais sans que je lui dise, hein, simplement, moi je mettrai un label après, un label Madonna, mais il va donc analyser chacune de ces images et il va déterminer, et c'est là où il est quand même performant, il va donc déterminer un certain nombre de composantes qui vont constituer un vecteur avec des dizaines et des dizaines donc, de valeurs, ce vecteur caractérisant donc Madonna. Et après, si je lui présente, et c'est ça que l'on appelle l'inférence, si je lui présente maintenant une autre image de Madonna qui ne fait pas partie donc de ce qu'on appelle le dataset, eh bien, il va la reconnaître parce qu'il va rechercher les features, donc caractéristiques. Il va s'apercevoir qu'effectivement, ça correspond à une image qu'il connaît déjà. Alors, nous, on sait que c'est Madonna, pas lui. Hein. Et ce n'est pas une image d'un char d'assaut, vous voyez, ou d'une girafe.
Et donc, ça sera la phase d'inférence. Dans la première phase, le réseau neuronal en deep learning va apprendre. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un marché considérable autour donc de la vente des datasets, hein, avec Google qui est présent également sur le sujet. On vous vend donc des images et Google vous achète même votre visage. Je crois que c'est $50 si vous lui vendez. Bien. Donc alors, voilà, c'est comme ça. Donc, et si après, donc on lui propose quelque chose d'autre, eh bien, il finira par le trouver. Vous voyez, ici, je vous ai mis quelques exemples. Vous voyez, vous avez ici une valeur des features d'une bicyclette, ici pour un bateau, ici c'est pour une auto, là c'est pour un avion. Et vous voyez, j'ai un deuxième avion ici. Alors, il va pas reconnaître un biplan qui est ici, si je lui montre un Boeing ou un Airbus, évidemment. Mais c'est toute l'intelligence, finalement, enfin, intelligence, pas vraiment au sens où on l'entendait tout à l'heure, hein, c'est toute on va dire, l'ingéniosité, je devrais dire, du réseau neuronal, que d'arriver à faire une distinction, finalement, entre un biplan et puis un réseau comme ça. Mais tout le secret, c'est ça. Et vous allez voir maintenant, c'est que quand on va déterminer, on va fonctionner avec un réseau convolutif, vous allez voir que finalement, c'est ça que l'on calcule. Alors, pour résumer, donc, simplement, on va dire que vous voyez, le deep learning revient donc à répéter, consiste donc à répéter donc une série d'opérations jusqu'à ce que le résultat donc soit correct. Hein. On définit l'objet à reconnaître, objet au sens large, on collecte les données, on lance l'algorithme d'entraînement. Ensuite, quand c'est terminé, on lance l'algorithme d'inférence, on calcule les données de retour, et on s'aperçoit que ça marche pas bien, on raffine l'algorithme d'inférence, éventuellement on revient sur le premier. Tout ça, c'est pour ça que je parlais de tâtonnement tout à l'heure. Les réseaux neuronaux, et particulièrement pour le deep learning, c'est vraiment du tâtonnement. Mais le tâtonnement, c'est pas nous vraiment qui le faisons, c'est l'algorithme qui va faire ça. Et ces algorithmes, ils sont extrêmement puissants, il faut bien le connaître. Vous savez, il faut bien comprendre donc la mécanique. Hein. L'entraînement, ça consiste donc à choisir un jeu de données et un ensemble de caractéristiques de ces données qui vont constituer donc le vecteur de features. C'est sur ces éléments que va tester donc l'algorithme de deep learning et qu'on va améliorer donc pas à pas, sachant que chacune des données pour nous est labellisée, donc décrite et que l'on connaît le résultat. L'inférence est donc bien la deuxième phase dans laquelle on soumet des données nouvelles aux modèles sur lesquels on va calculer de nouveau donc les fameux features. Donc c'est un résumé de ce que je viens de dire. Alors, vous voyez, je vous présente toujours avec Madonna, j'espère que je ne vais pas avoir des problèmes. Vous voyez ici, hein, au fond c'est ça. Hein. Le Einstein qui est ici, c'est l'algorithme, il dit, voilà, il y a un réseau neuronal, ça, je sais que c'est Madonna. Il dit, non, c'est une girafe. On lui dit, mais non, on va affiner donc l'algorithme. On lui dit, mais non, c'est Madonna. On recommence, il vous dit, ah non, c'est une soucoupe volante. En fait, c'est ça. Bon, bien sûr, il ne dit pas que c'est une soucoupe volante, mais il calcule des features qui ne correspondent pas à ce que devrait être ceux de Madonna. Donc, en fait, c'est ça le principe. Alors, maintenant, je vais vous amener dans quelque chose d'assez fascinant, finalement, que sont les réseaux donc convolutifs. Alors, un réseau convolutif, c'est donc un réseau qui va être fondé sur un calcul, bien entendu, de convolution. Ça paraît évident. L'idée est la suivante, c'est que c'est un empilement, donc on va dire de couches, hein, un empilement de perceptrons, si vous préférez, donc multicouches. Dans un réseau convolutif neuronal, chaque neurone est chargé de faire un certain travail. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de telle partie d'une image, vous voyez, et pas de tout. Il ne s'occupe que d'une seule partie. Chacun va traiter donc une partie de l'information globale. Ça correspond bien donc à la reconnaissance d'images, mais pareil, en vidéo ou en traitement naturel du langage, on va pouvoir comme ça répartir le traitement de la fondamentale et des différentes fréquences qui constituent le son. Alors, il y a deux types de neurones qui constituent donc un réseau convolutif. Il y a les neurones de traitement qui analysent donc une portion réduite donc de l'image avec une fonction dite de convolution, qui est une fonction mathématique. Essentiellement, c'est des filtrages. On va voir ce que c'est. C'est une opération qui consiste, en fait, la convolution, ça consiste à appliquer un filtre sur un bout de l'image et donc sortir des valeurs
dont je vais me servir après pour calculer mon fameux vecteur de features. Donc, des neurones de traitement, et puis vous allez avoir ensuite les neurones de pooling ou de mise en commun des résultats. Parce que l'objectif d'un réseau neuronal convolutif, ça sera à partir d'une image complexe de ressortir un vecteur de features. Et à partir de là, je pourrais associer, parce que j'aurais déjà toute une bibliothèque de vecteurs comme ça, je pourrais associer l'image à quelque chose que je connais déjà. Bien. Alors, l'image donc de départ, elle est donc subdivisée en sous-images dont le traitement est assuré par un neurone artificiel. Sur chacune des sous-images, un petit bout, on va voir tout de suite comment ça marche. Une fonction donc de convolution mathématique est appliquée à l'aide d'un filtre sur des échantillons de même taille. En fait, on va prendre un petit bout de l'image, un petit bout, mais dans ce petit bout, on va réduire encore on va dire l'importance, la taille de l'analyse. Mettons avoir 25 pixels ou 64 pixels, eh bien je m'intéresserai d'abord peut-être à 3 pixels sur 3 pixels. Vous voyez, j'ai donc un morceau d'échantillon ici. Vous voyez, on voit ma tête là sur ici. J'ai une image globale que je veux analyser. Bon, très bien, et je voudrais reconnaître cet individu qui est ici et qu'on ne me confonde pas donc avec Madonna. Donc ça, c'est l'échantillon. Mais dans l'échantillon, je vais chercher donc des petits bouts que je vais donc analyser. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Donc, on peut regarder tout de suite parce que je crois que ça me permettra de simplifier et de comprendre. En fait, mon image, elle est ici. Vous voyez, elle est ici à gauche. Hein, c'est une image qui est représentée par, si je suis dans une image noir et blanc, par des valeurs qui vont de 0 à 255, c'est-à-dire les valeurs de niveau de gris donc de l'image. Alors ici, j'ai une image avec, il y a 25 pixels ici, alors qu'en fait, l'image, elle est beaucoup plus grande, évidemment. Et je vais donc analyser des petits blocs. Quand je dis je, c'est l'algorithme de convolution. Je vais analyser des petits blocs, des blocs ici, mettons de 3 par 3, ce que l'on voit ici. On voit que le niveau de gris, c'est 45, 83, 65, etc. Et je prends ce qu'on va appeler un sous-échantillon, qui fait donc, qui fait 3 fois 3. Et mon neurone, lui, il est capable de faire ça. Donc, il va analyser un sous-échantillon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on va appliquer à ce sous-échantillon un filtre qui va donc avoir la même taille que cet échantillon. Donc ici, en l'occurrence, 3 par 3. Très bien. Ensuite, ce que je vais appeler le kernel en CNN, c'est la dimension de la matrice de filtrage. Donc ici, 3 par 3. Ce que l'on appelle le slide. Le slide, c'est le nombre de pixels de décalage. Pourquoi? Parce que quand vous avez une image un peu compliquée, vous n'êtes pas forcé d'analyser, de décaler donc les sous-échantillons d'un pixel à chaque fois. Vous voyez, c'est un peu comme l'analyse d'image, elle est relativement monotone. Il y a que à certains moments qu'on a des ruptures qui sont fortes. Donc, on n'est pas forcément nécessaire de tout analyser pixel par pixel. On va dire peut-être, je vais prendre un sous-échantillon de 3 par 3, et puis peut-être 5 pixels plus loin, je vais en reprendre un autre. Et donc, cette distance qu'il y a donc entre deux sous-échantillons de mon image, c'est ce que l'on va donc appeler le slide. Et il y a une autre notion qu'il faut connaître, et c'est le padding. Le padding, c'est quand vous avez choisi donc finalement une taille de filtrage, mettons 3 par 3, vous arrivez au bout de l'image, peut-être que vous n'avez plus que 2 pixels. Et donc, comme ça ne marche pas sur 2 pixels, eh bien, il faut donc recréer une espèce d'échantillon artificiel en rajoutant des blancs, une colonne de blanc et une ligne de blanc, par exemple, de manière à ce que le sous-échantillon corresponde exactement à la taille du filtre, qui est le filtre de convolution. Ça marchera comme ça. Donc, et c'est donc ce filtrage de filtre, c'est elle qui va donc, lui, qui va caractériser donc le calcul de convolution. Alors regardez, en fait, c'est très très simple. Votre système de CNN, donc, vous dit c'est une image. Et il analyse, mettons, un sous-échantillon ici qui est le 3 multiplié par 3. Il va donc appliquer donc un filtre. Le filtre, vous le voyez ici au milieu. Le filtre, c'est moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 9, moins 1, et puis encore une fois, 3 fois moins 1. Bon.
les valeurs de ce filtre, ce sont les valeurs qui, justement, vont vous permettre d'interagir avec vos sous-échantillons et donc de guider la reconnaissance. Et donc, au départ, on va commencer par, on va dire, une génération aléatoire donc de filtres, mais progressivement, on va se servir de ce filtrage et de la configuration des filtres justement pour orienter. Alors ici, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de multiplier point par point. 45 que multiplie moins 1, ça va faire moins 45. 83 que multiplie moins 1, ça va vous faire moins 83. Et si vous faites le calcul, ici 9 que multiplie donc 90, vous faites la somme de tout ça, vous obtenez la valeur 200. Et donc, ce 200, on va le mettre dans une autre matrice, un autre petit tableau qui est ici. Ensuite, je vais décaler, mettons d'un cran, pour qu'il n'y ait pas de padding, je vais décaler donc mon image, on la voit donc je vais décaler de 2 pixels, je me déplace avec donc sur la droite, et je refais ce même calcul. Donc ici, 65 multiplie moins 1, 205 multiplie moins 1, etc. Et puis 9 fois 220, et j'obtiendrai au total, quand je fais la somme de tout, la valeur 1060. Et je recommence pour l'ensemble des, on va dire, de ces sous-échantillons. Et vous avez vu, hein, que vraiment, ce qui est très important, c'est que la valeur qu'on obtient, donc, in fine ici, le 200, 1060, 343, 773, dépend donc de ce que j'ai paramétré dans ma matrice de convolution. Et la convolution, c'est une fonction mathématique, hein, une fonction mathématique qu'on connaît et qu'on utilise très régulièrement dans des domaines, par exemple l'analyse de traces sismiques chez les pétroliers. On fait du calcul de convolution. Quand les météorologues qui analysent donc des images, quand ils veulent faire de la prédiction, font de la convolution également. C'est pas quelque chose que l'on découvre avec les réseaux neuronaux, c'est une fonction mathématique, et ici, je l'ai donc symbolisé. Alors, maintenant, on va se retrouver donc avec finalement une image. Hein, je vous rappelle que l'image de départ, elle est divisée en échantillons. Et donc, ces échantillons, les voilà, et on fait une analyse de sous-échantillons. Et donc, je vais me retrouver avec une image ici, avec une petite matrice 2 par 2, 200, 1060, 343, 773. Et là, c'est ça qu'on appelle le pooling. Le pooling. Il y a différentes manières de traduire on va dire, ces 4 valeurs en une seule valeur. Et par exemple, on peut prendre la valeur la plus élevée de la sélection, mettons le 1060. On peut prendre la valeur moyenne, c'est le mean pooling, la valeur moyenne de toute la sélection. On peut également faire la somme. Le pooling, c'est finalement la traduction de cette petite matrice caractéristique de mon échantillon en une valeur numérique, une seule valeur. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle le pooling. Et enfin, ce qu'on va appeler le flattening. Le flattening, c'est donc le fait, quand j'aurai toutes mes valeurs qui auront été calculées, eh bien, je vais constituer avec ces valeurs un vecteur. Et j'arrive à mon vecteur de features. Et j'ai donc caractérisé mon image de départ par un vecteur. Alors, ça ne se fera pas d'une minute à l'autre, hein. On va le faire, ça prendra du temps, il va falloir paramétrer, il va falloir intervenir, modifier, tâtonner, d'où la science du tâtonnement. Mais c'est comme ça que l'on va fonctionner. Et finalement, vous le voyez sur ce schéma ici. On est reparti donc de mon image globale. On voit donc on a pris des échantillons. Alors on peut prendre des échantillons de 16 par 16, de 32 par 32. Tout dépendra évidemment du niveau de finesse. Si vous voulez avoir une précision de reconnaissance très élevée, peut-être que il va falloir vous contenter d'échantillons qui soient réduits. Mais si vous avez des échantillons réduits et que vous avez un grand nombre de couches, mettons 200 couches, ça risque de durer peut-être 3 semaines. Hein. Et donc, ça risque d'être embêtant. On n'est pas dans des temps de calcul que l'on a avec le machine learning, c'est tout à fait autre chose. Alors, finalement, tout ça, c'est la traduction, vous voyez, finalement, d'une image de pixels. On peut d'ailleurs fonctionner également avec 3 images, une image rouge, une image verte et une image bleue. Hein. Et donc, avoir les 3. On peut fonctionner différemment, on peut travailler avec différents types de matrices. On n'est pas obligé de fonctionner donc en noir et blanc. Il y a donc, les opérations qui vont consister à traduire, j'ai un tout petit peu simplifié évidemment, hein, pour traduire donc ces images en un vecteur donc de features ici, à partir de ces différentes donc, petites matrices, hein,
eh bien, pour obtenir donc mon vecteur, eh bien, vous avez l'opération de pooling, mais vous avez également l'opération, bon, j'en parle pas trop parce que on entrerait trop dans le détail, ça s'appelle le ReLU. C'est une fonction mathématique qui a pour objet un réseau neuronal de type convolutif. C'est un réseau neuronal qui travaille normalement sur des variables continues. Or, une image, par définition, c'est une image qui est quelque chose de discontinu. Donc ça permet de, on va dire, de reconstituer, on va dire, un comportement normal, disons un contexte normal pour le neurone, hein, qui n'est pas normalement on travaille sur des variables continues, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, relu. Et donc on aura pour chacune des couches du neurone, du réseau, eh bien on va avoir ces calculs qui vont être faits. Et in fine, eh bien j'aboutis à cette fameuse liste de petites matrices ici, qui sont des matrices 2 par 2, et que je vais traduire en fonction du système de pooling que j'aurais choisi. Donc, on a un vecteur qui est ici. Alors, vous voyez, le niveau 1, donc, à 4 valeurs. Vous voyez ici le niveau 1 à 4 valeurs. Bon, on pourrait les mettre ici. Hein, on pourrait se contenter donc de la somme. On ne va pas rentrer dans le détail. In fine, c'est que cet objet, donc, on va dire ce vecteur de feature, calculé en fonction de l'algorithme, eh bien, me permettra de déterminer qu'il s'agit de ce personnage-là ou de Superman. Et il va vous donner une probabilité. Il va vous dire, moi j'ai l'impression que c'est plutôt le Marson à 83%, Superman à 2%, 15%, je ne sais pas. Vous voyez ? Et ce qui est quand même assez fantastique, c'est que finalement, quand on regarde, quand on travaille correctement, quand on programme ça, je ne vous l'ai pas dit, mais on a tout un tas d'API qui existent aujourd'hui, qui d'ailleurs, on les met en œuvre le plus souvent avec Python, hein, comme langage de programmation. Eh bien, vous avez des algorithmes qui vous permettent de mettre ça en œuvre, et c'est assez sidérant. Je reconnais que c'est sidérant, c'est quelque chose qui est assez phénoménal. Maintenant, est-ce que c'est intelligent? Non, non et non. C'est simplement un algorithme de calcul qui sort la quintessence d'une image en jouant sur les niveaux cachés donc, du réseau neuronal, et avec un système de calcul de vecteurs de feature, va déterminer s'il s'agit de telle image ou de telle autre image. Vous voyez, il ne sait pas que c'est l'image de Le Marson, il ne sait pas lui. Bon. Mais donc c'est ça. Et il faut reconnaître que quand même, c'est assez fabuleux. Et maintenant, on a des systèmes de réseaux neuronaux qui permettent, des réseaux de convolution, hein, qui permettent de reconnaître des sentiments, des intonations dans une communication téléphonique ou dans une communication télévisée. Et c'est quand même assez prodigieux. Mais c'est pas parce que c'est prodigieux, grâce à la puissance de calcul, c'est vrai que grâce entre autres au GPU, c'est pas pour autant que c'est intelligent. Moi, je m'énerve toujours contre ça. Ce n'est qu'une application très fine des algorithmes de convolution qu'on utilise dans beaucoup d'autres domaines, à de la reconnaissance d'image, et on se sert de réseaux neuronaux pour ça. Mais à mon avis, ce n'est quand même pas intelligent. Bon, alors, je vous dis tout de suite, nous allons, chez Le Marson, nous allons donc nous intéresser dans les semaines qui viennent. Vous allez avoir à votre disposition donc un parcours vidéo qui fait à peu près une vingtaine d'heures, qui va vous expliquer tout ça en détail, qui va vous reprendre tous les algorithmes, toutes les fonctions de calcul, les réseaux bayésiens, vous expliquer tout ça. Donc on va beaucoup en parler, et nous allons d'ailleurs éditer prochainement donc un ouvrage qui est consacré uniquement à ça, parce que ce que je trouve, si vous voulez, d'abord, c'est que c'est très compliqué de se faire une opinion précise, dans la mesure où on est un petit peu bloqué par une approche qui est extrêmement mathématique. Vous avez vu, j'ai essayé de ne pas utiliser trop de mathématiques, et ce que nous sommes en train de le faire actuellement, on essaie de traduire un peu les algorithmes mathématiques par des schémas, et ce qui n'est pas toujours simple, mais de toute façon, si vous vous intéressez aux réseaux neuronaux, vous intéressez donc à cette forme donc de deep learning, vous serez quand même obligé de faire un petit effort de réminiscence de ce que vous avez appris à l'école, de ce qu'est une somme, ce que c'est qu'une intégrale, ce que c'est qu'une dérivée, une primitive. Bon, il y a quand même des choses qui sont pas très très compliquées, hein, bon, mais il y a quand même des algorithmes qui sont assez complexes. Est-ce que l'on doit connaître le détail de tous les algorithmes? Je crois pas. De la même manière qu'un bon pilote de Formule 1 n'a pas nécessairement le besoin de connaître quelle est la composition des métaux qui constituent le carburateur.
Par contre, il a besoin de savoir comment le moteur fonctionne et comment on l'écoute et quels sont les bruits et quels sont les comportements qui peuvent l'alerter sur des dérives ou sur des dysfonctionnements donc futurs. Voilà. Donc, je vous assure, c'est absolument fascinant. C'est quelque chose de fascinant, mais on est très loin, très très loin donc de l'intelligence dont on nous parle, dont on nous rabâche les oreilles. Voilà. Alors cette présentation, donc avec le PowerPoint qui va avec, donc est à votre disposition. Elle est donc accessible sur le réseau, le réseau Le Marceau. Je vous retrouverai, vous voyez, très rapidement maintenant, dès lundi, sur notre actualité, puisque nous faisons une session donc d'actualité en début de chaque mois. Alors il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Vous allez voir des choses assez savoureuses. Et je vous donne rendez-vous également le 7 février, donc pour la programmation fonctionnelle. Là, je m'adresserai plus aux développeurs. Hein, la programmation fonctionnelle n'étant pas en fait un langage, étant un ensemble de bonnes pratiques qui peut être utilisé dans d'autres langages. Voilà ce que je voulais vous dire hein, sur ce sujet, qui est un sujet qui est encore une fois passionnant. Hein, on a tellement dit de bêtises dessus que moi ça me navre. Hein. On se cache souvent derrière des mathématiques pour dire n'importe quoi. En fait, c'est plus simple que ça. Il faut prendre les choses avec rigueur, phase par phase, ce que fait une couche cachée, ce que fait une fonction d'activation, c'est quoi un stimuli. Voilà, on regarde tout ça et après, les choses deviennent simples. J'espère en tout cas de vous avoir un peu convaincu hein, sur ce sujet. Donc en attendant, écoutez, laissez-moi vous remercier pour votre attention et j'espère donc vous retrouver prochainement sur les ondes Le Marceau. À bientôt.